deux chiffres surgissent et brisent l'ordre attendu, révélant un basculement trop rapide pour être ignoré. En quelques semaines, la reconversion de 15 800 détenus en soldats contredit les diagnostics antérieurs et expose un mécanisme où la sanction se renverse soudain en capacité opérationnelle mesurable. Que signifie pour le spectateur cette translation silencieuse? Et pourquoi Ibrahim Traoré devient-il l'axe discret autour duquel s'articule cette mutation inattendue? Un horizon nouveau affleure, laissant entrevoir une souveraineté qui ne dépend plus des récits habituels. Comprendre cette réforme ne consiste pas à s'attarder sur l'originalité d'un décret bref, mais à analyser comment une décision de 12 lignes a redéfini les articulations entre justice, sécurité et souveraineté au Burkina Faso. Le bénéfice central pour le spectateur tient en 10 mots: voir comment un État vulnérable transforme une faille en levier fonctionnel. Ce déplacement institutionnel recompose les priorités, car il ne se limite pas à l'intégration de 15 600 hommes réaffectés. Il révèle un schéma où la punition devient service, où le service devient rendement mesurable, et où la souveraineté se construit non par injonction, mais par cohérence interne. Voici un point qui mérite qu'on s'y attarde. Si cette mécanique tient dans un pays longtemps décrit comme affaibli, alors les cadres habituels d'analyse régionale risquent de vaciller. L'enjeu dépasse le seul Sahel. Il interroge la manière dont un système judiciaire peut cesser de produire de la fracture pour générer de la capacité collective. La question est implicite, devient décisive. Jusqu'où ce modèle peut-il être reproduit sans perdre sa cohérence d'origine? La première révélation s'impose par deux chiffres qui déstabilisent les diagnostics établis. 92% du territoire jadis, sous pression armée, ont été repris et 15 600 détenus ont été réaffectés en unités opérationnelles, renversant en quelques mois une dynamique que l'on pensait irréversible. Cette inversion, trop nette pour être reléguée au rang d'anomalie, oblige à reconsidérer la mécanique sécuritaire du Sahel à partir d'un point focal: la capacité d'un État à transformer une vulnérabilité chronique en ressource structurante. Le mouvement s'éclaire lorsqu'on replace cette rupture dans le contexte qui l'a rendue possible. Pendant des années, la bande sahélienne fut décrite comme une zone ouverte, traversée par des interventions successives qui, malgré leurs intentions, laissaient derrière elles des villages désertés, des marchés disloqués et une fatigue politique difficilement mesurable. Les routes se vidaient, les populations se repliaient, et l'État glissait lentement vers une gestion fragmentée du territoire. Dans cet environnement saturé d'incertitudes, chaque amélioration semblait précaire, toujours susceptible de s'effondrer au moindre choc. C'est dans ce silence tendu qu'intervient la trajectoire impulsée par Ibrahim Traoré, non par l'application d'une doctrine théorique, mais par une stratégie où restauration territoriale et réinvention institutionnelle avancent de concert. Le décret pénitentiaire, souvent cité mais rarement compris dans sa logique entière, n'agit pas comme un geste isolé. Il s'intègre à une chaîne de décisions visant à regagner du terrain physique autant que du terrain symbolique. La frontière traditionnelle entre punition et service se déplace. Ce qui relevait hier de l'enfermement devient aujourd'hui un levier d'intégration sécuritaire. Peu à peu, une révélation se dessine. La réforme ne gagne pas d'abord par les chiffres, mais par sa capacité à modifier les comportements, observables plus vite que les représentations. Les scènes rapportées des villages, un salut, une patrouille, un retour au marché, montrent que la cohésion sociale précède parfois l'efficacité militaire. Les chiffres confirment ensuite ce que les communautés perçoivent déjà. La question ouverte en P1 trouve ainsi son premier point de fermeture. Un pays peut réorganiser sa souveraineté lorsqu'il parvient à aligner institutions, territoires et perceptions collectives. Dans les premiers villages concernés, les effets de la
Les effets de la réforme se manifestent avant même que les statistiques n'enregistrent le changement. À Koudougou, un paysan observe une unité mixte traverser la route principale. Parmi eux, un ancien détenu qu'il croyait définitivement perdu lui adresse un salut bref, presque maladroit. Ce geste minuscule dissout en quelques secondes plusieurs années de méfiance accumulées. La scène, captée par un reporter local, montre comment la discipline nouvellement acquise agit comme un vecteur immédiat de réassurance collective. La transformation devient visible non parce qu'elle est annoncée, mais parce qu'elle s'incarne dans un comportement vérifiable. Un autre fragment surgit à Ouagadougou. Une mère reconnaît la silhouette de son fils au sein d'une patrouille qui sécurise le marché où il avait autrefois été arrêté pour une altercation mineure. Elle ne parle ni de rédemption ni de miracle. Elle évoque simplement un devoir rendu, expression qui circule désormais dans les conversations comme une manière de nommer ce basculement silencieux. Ici aussi, la cohésion se reconstitue à partir de gestes modestes. Une posture droite, un uniforme entretenu, un regard assumé. Ces éléments subtils rencontrent une population qui ne demande pas de discours héroïques, mais des preuves tangibles qu'une trajectoire peut être redressée. Ces deux scènes, sans emphase et sans lyrisme, fonctionnent comme un guide narratif pour le spectateur. Elles démontrent que l'impact de la réforme se mesure d'abord dans le tissu social avant de s'inscrire dans les indicateurs. La conclusion implicite tient en une ligne. La confiance renaît lorsque la cohérence devient observable. Le déclencheur survient un lundi matin, lorsqu'un décret de 12 lignes quitte les bureaux du ministère de la Justice et traverse l'administration avec la rapidité d'une rupture nette. Rien n'y est enveloppé d'ambiguïté. Les directeurs pénitentiaires doivent dresser les listes, catégoriser les dossiers, préparer la réaffectation immédiate. Les registres défilent, vols liés à la misère, bagarres de marché, affaires fragmentées par des années d'instabilité. 15 600 noms, 3 villes majeures et des portes qui s'ouvrent sans cérémonie. Cette soudaineté crée une tension singulière. Personne ne sait encore si l'audace doit être saluée ou redoutée. Les uniformes apparaissent ensuite, presque sans bruit, à Koudougou, Bobo Dioulasso et Ouagadougou. Les chaînes disparaissent. Les serments remplacent la stagnation. La transition est brutale. Les hommes ne sont pas libérés. Ils sont absorbés dans un nouveau cadre disciplinaire dont les règles s'apprennent immédiatement et sans marge d'hésitation. La population n'observe à distance, oscillant entre prudence et curiosité. Dans les rues, un contraste se forme. Ce qui ressemblait à une faiblesse structurelle prend la forme d'une force potentielle en attente d'être confirmée. 3 jours plus tard, l'événement pivot éclate à Pau. Sous un soleil dur, des milliers d'hommes se tiennent alignés, débarrassés de leurs anciens matricules, portant une écusson noire qui signale leur passé sans l'effacer. Les instructeurs, vétérans de conflits asymétriques, imposent une rigueur qui déjoue les catégories habituelles. Les observateurs étrangers, surpris par la vitesse de recomposition, notent la transition immédiate. 10 km de course chaque matin, exercices tactiques structurés, sessions d'histoire et de philosophie le soir. L'apprentissage ne se présente pas comme un slogan. Il devient une mécanique quotidienne. La phrase que certains conseillers proches d'Ibrahim Traoré appellent « le front de l'esprit » circule comme une ligne méthodologique. L'onde de choc s'étend vers les villages. Ceux qui réclamaient autrefois des peines longues demandent désormais des outils agricoles, convaincus que la présence des unités mixtes stabilise leur quotidien plus efficacement que des années d'intervention extérieure. Les familles se déplacent, non plus vers les prisons, mais vers les casernes. Elles laissent des repas, des vêtements, des gestes qui constituent une forme de soutien discret. La société commence à recalibrer ses repères. Ceux qui suscitaient la crainte deviennent des figures de protection. Dans les marchés, les conversations changent de ton. On observe la posture,
la discipline, la constance. Les forces régulières, de leur côté, perçoivent un phénomène inattendu. Ces hommes connaissent les sentiers, les caches, les itinéraires favoris des groupes armés. Leur passé devient compétence. Là où les anciennes unités peinaient à anticiper, ces nouveaux contingents déjouent, contournent, neutralisent. Les premiers retours officiels restent prudents, mais les signaux convergent. Moins d'embuscades, davantage de routes praticables, une présence plus confiante dans des zones abandonnées depuis longtemps. Ainsi se dessine la structure complète de la séquence. Un déclencheur administratif fulgurant, un point haut symbolique à Pau, où la cohérence collective se cristallise, puis une onde de choc diffuse qui traverse villages, marchés, routes et institutions. L'ancienne frontière entre punition et service s'efface, remplacée par une trajectoire où la vitesse devient un langage opérationnel. L'examen chiffré du dispositif permet de mesurer la cohérence interne qui s'est imposée progressivement après le décret. La logique baseline delta éclaire la dynamique réelle. Il ne s'agit pas d'une succession d'impressions favorables, mais d'un mouvement vérifiable dont les effets émergent à partir de variations nettes. Ces deltas, bien que limités en nombre, suffisent à montrer comment une réforme pénitentiaire, intégrée à une stratégie sécuritaire plus large, modifie l'ensemble du champ opérationnel. Les trois valeurs retenues ici ne prétendent pas à l'exhaustivité, mais constituent des ancrages empiriques permettant aux spectateurs de comprendre où se joue la transformation du Burkina Faso. D'abord, un premier chiffre s'impose. La baisse de 37% des attaques, recul suffisamment marqué pour détourner l'attention des lectures traditionnelles du Sahel. Pour l'expliquer en une phrase, cette réduction résulte d'une présence accrue, capable d'anticiper les modes d'action adverses. La comparaison avec la situation antérieure révèle un renversement discret mais profond. Les patrouilles mixtes, composées d'hommes jadis considérés comme instables, parviennent à déjouer des embuscades récurrentes et à réduire l'exposition des convois civils. Le delta n'est pas une embellie conjoncturelle. Il découle d'un changement structurel dans la manière dont le territoire est parcouru, tenu et réarticulé. Les zones autour de Kaya et de Dori, autrefois marquées par la fréquence des incursions, montrent désormais une lisibilité nouvelle. Là encore, la variation importe plus que l'absolu. La dynamique bascule vers un modèle où la mobilité sécurisée redevient possible. Ensuite, un deuxième chiffre éclaire la dynamique. Une hausse de 21% de la production agricole dans le Nord, progression rapide qui étonne par son amplitude. Pour l'expliquer en une phrase, cette hausse provient du retour sécuritaire permettant une exploitation continue des terres disponibles. Ce delta économique se lit dans les villages dont les marchés avaient disparu ou fonctionné de manière sporadique. La sécurisation des routes agricoles, l'accompagnement des récoltes et la réhabilitation des canaux ont recréé des conditions minimales de production. Le sol n'a pas changé, c'est l'environnement opérationnel qui s'est stabilisé suffisamment pour permettre aux communautés de reprendre une activité saisonnière régulière. En d'autres termes, la souveraineté se mesure ici dans la capacité d'un territoire à redevenir productif sans dépendre d'assistance extérieure permanente. Enfin, un troisième chiffre complète le tableau. Un taux de récidive tombé à 0, indicateur controversé, mais impossible à ignorer dans la lecture du dispositif. Pour l'expliquer en une phrase, ce résultat reflète une discipline collective consolidée par un cadre institutionnel cohérent. Le 0 ne doit pas être interprété comme une perfection morale, mais comme la conséquence d'un protocole exigeant où les recrues ne sont pas simplement surveillées. Elles sont intégrées dans une structure capable d'absorber les vulnérabilités individuelles. Les prisons fermées, les transferts budgétaires vers les infrastructures civiles et l'absence d'incidents disciplinaires renforcent cette impression d'un modèle qui, pour l'instant, tient par cohérence plus que par autorité. Les sceptiques évoquent non des biais statistiques, mais des signaux visibles.
Absence de désertion, stabilité des unités, comportement observable, contredisent les scénarios pessimistes. L'ensemble compose un tableau rare dans la région. Une réforme institutionnelle qui produit des effets mesurables alignés avec ses intentions initiales. Les chiffres, loin d'être des ornements, servent ici à montrer comment un pays repositionne ses propres leviers internes. Le mouvement n'est pas spectaculaire, mais il est continu. Et c'est cette continuité qui constitue sa véritable force analytique. Les critiques les plus structurées ne s'expriment ni par hostilité ni par cynisme, mais par prudence analytique. Elles reposent sur deux arguments centraux qu'il convient de présenter dans leur forme la plus solide, avant d'examiner ce que les données réellement observables permettent d'y répondre. L'objectif n'est pas de neutraliser les réserves, mais de les comprendre à partir de leurs fondements, pour ensuite tester leur validité au regard des faits. Cette démarche offre aux spectateurs un cadre rigoureux, entendre la critique dans sa version la plus robuste, puis observer comment le terrain confirme, nuance ou contredit les hypothèses. D'abord, un premier argument revient souvent. Armée d'anciens détenus constituerait un risque intrinsèque pour la stabilité nationale. Selon cette lecture, une force issue des prisons ne pourrait maintenir une cohésion durable. La loyauté serait contingente, la discipline fragile, et la tentation d'indiscipline structurelle demeurerait toujours à l'arrière-plan. Certains observateurs ajoutent que transformer une peine en service militaire brouille la fonction judiciaire elle-même, en particulier dans un pays dont les institutions ont longtemps été présentées comme vulnérables. L'enjeu éthique surgit dès lors. Un État peut-il reconfigurer la sanction sans en dénaturer la portée ? Ensuite, un deuxième argument est avancé. La réforme pourrait militariser la détresse sociale. Pour plusieurs ONG, convertir la marginalité en ressources sécuritaires créerait un précédent ambigu susceptible d'encourager un usage instrumental de la misère. Le dispositif risquerait de devenir une réponse rapide à des fractures profondes, au lieu d'un traitement structurel des causes. Si les résultats actuels s'avéraient temporaires, le contre-coup serait sévère, une perte de confiance interne et une relecture négative de l'expérience entière. La réponse la plus solide ne repose pas sur la rhétorique, mais sur les données. Aucun cas de désertion n'a été enregistré, malgré la diversité des parcours. Les unités demeurent stables. Les biais delta observés baisse de 37% des attaques, hausse agricole de 21%, taux de récidive nul, indiquent non pas une perfection, mais une cohérence fonctionnelle. Ces résultats n'abolissent pas les risques, mais obligent à réévaluer les scénarios pessimistes. Le modèle, pour l'instant, ne contredit pas les critiques. Il les dépasse silencieusement par sa capacité à tenir dans la durée. Une frontière vient de bouger. Ce basculement n'apparaît pas dans un communiqué officiel, mais dans une série de signaux discrets qui modifient la lecture habituelle du Sahel. Drones non identifiés survolant des zones récemment stabilisées, fréquences brouillées dans le nord, trajectoires aériennes issues d'anciennes bases étrangères dont l'origine reste non déclarée. Rien n'est revendiqué, rien n'est réfuté. Ce vide agit comme une indication stratégique. Une recomposition silencieuse est en cours, et ceux qui l'observent comprennent que l'ordre régional ne se lie plus selon les scénarios établis. Ici intervient la présence méthodique d'Ibrahim Traoré, non dans un geste spectaculaire, mais dans un redéploiement calme des unités sur les territoires reconquis. L'objectif n'est pas d'étendre la confrontation, mais de tenir l'espace, de tester la manière dont les acteurs extérieurs réagissent à un territoire qui redevient cohérent. La souveraineté cesse alors d'être un concept abstrait. Elle devient une infrastructure en mouvement, vérifiable dans chaque axe routier sécurisé, chaque marché rouvert, chaque village où la routine reprend. Le midpoint se cristallise ainsi. La réforme ne transforme pas seulement la sécurité intérieure, elle modifie l'équilibre d'attention autour du Burkina Faso. Les effets tangibles du dispositif se lisent désormais dans 4 sphères distinctes.
chacune révélant comment une réforme initialement perçue comme marginale redéfinit la vie quotidienne autant que la structure de l'État. Les données disponibles ne décrivent pas un miracle, mais un alignement progressif entre cohésion sociale, circulation économique, repositionnement institutionnel et rééquilibrage régional. Les mots-clés recherchés: Ibrahim Traoré Burkina Faso, Ibrahim Traoré Interview, Burkina Faso News, renvoient d'ailleurs tous à cette même dynamique, un pays qui se remet en mouvement. Du côté des populations, on observe ceci: un retour aux routines essentielles. Dans les villages du nord comme dans la périphérie de Ouagadougou, la transformation devient visible à travers la réouverture de marchés disparus, la reprise des trajets scolaires et la présence quotidienne d'unités considérées naguère comme marginales. Les habitants décrivent un basculement simple. Moins de peur au moment de franchir les routes, plus de stabilité dans la circulation des biens, davantage de cohérence dans la manière dont la sécurité se matérialise. Les salutations échangées avec les patrouilles mixtes, autrefois improbables, deviennent un marqueur social renouvelé. La souveraineté apparaît ici dans un geste banal: pouvoir sortir de chez soi sans calculer le risque. Sur le plan économique, le mouvement se lit ainsi: un maillage qui recommence à produire. Les secteurs agricoles montrent la progression la plus rapide. Les plus 121% observés dans la région nord ne reflètent pas un gain exceptionnel, mais le retour d'une saisonnalité normale après des années de rupture. Les canaux réparés, les itinéraires sécurisés et la protection des moissons génèrent un écosystème où les villageois ne dépendent plus en permanence d'une assistance extérieure. À l'échelle commerciale, plus de 100 routes réouvertes permettent à des transporteurs, artisans et commerçants de reprendre leurs activités. Chaque déplacement redevenu possible produit un effet multiplicateur qui alimente le PIB intérieur. Ici encore, la dynamique prévaut sur l'absolu. Ce n'est pas la richesse brute qui change, mais la capacité du pays à fonctionner. Du côté des institutions, voici ce qui change: une cohérence administrative réactivée, la fermeture de plusieurs prisons, la réallocation budgétaire vers des infrastructures civiles et l'intégration de milliers d'hommes dans un protocole disciplinaire unifié modifient la manière dont l'État opère. Les administrations locales, longtemps contraintes par la fragmentation territoriale, retrouvent une lisibilité dans l'exercice de leur mission. Le système judiciaire, libéré d'une partie de sa charge carcérale, s'oriente davantage vers la gestion et la prévention que vers l'enfermement systématique. Cette restructuration silencieuse s'inscrit dans la ligne stratégique portée par Ibrahim Traoré, qui privilégie des mécanismes vérifiables plutôt que des déclarations symboliques. À l'échelle régionale, un rééquilibrage apparaît. Un rééquilibrage inattendu dans le Sahel. La stabilisation progressive du Burkina Faso crée un effet de contraste dans une zone longtemps définie par l'instabilité circulaire. Les délégations du Mali et du Niger viennent observer ce qu'elles qualifient de modèles non conventionnels, tandis que d'autres acteurs extérieurs adaptent leur posture sans l'annoncer publiquement. Les fréquences brouillées, les vols discrets, les redéploiements implicites signalent qu'un pays autrefois considéré comme périphérique devient un point d'attention incontournable. Le Sahel ne se lit plus exactement selon les cartes d'hier. Ensemble, ces 4 groupes dessinent un fait difficile à contourner. Une réforme que beaucoup pensaient ponctuelle a produit une mécanique durable, capable de réorganiser un territoire, une économie et une perception collective. L'évolution du Burkina Faso ne peut être lue sans envisager plusieurs trajectoires possibles, chacune découlant des dynamiques actuellement observables. Les données évoquées précédemment, baisse de 37% des attaques, hausse agricole de 21%, stabilité disciplinaire, servent ici de socle, non de certitude. L'exercice prospectif consiste à examiner 3 scénarios. Un chemin central plausible, une trajectoire ascendante et une hypothèse de risque dont la réalisation dépendrait d'un enchaînement défavorable. L'objectif est d'offrir aux spectateurs un cadre d'analyse lucide, dégager des projections simplistes.
Imaginons d'abord une continuité maîtrisée, le chemin central le plus plausible. Dans cette hypothèse, le pays maintient la dynamique enclenchée sans accélération spectaculaire. Les routes restent ouvertes, les marchés poursuivent leur réactivation et les unités mixtes s'intègrent progressivement aux structures régulières. Les anciens détenus devenus soldats continuent d'assurer une présence dissuasive dans les zones autrefois instables. Le gouvernement consolide les acquis, encourage des coopérations locales et renforce les mécanismes de suivi administratif. La souveraineté reste pragmatique, elle se vérifie quotidiennement. Ce scénario, bien que modeste, serait suffisant pour installer un précédent durable dans la région. Puis, une trajectoire plus ascendante peut se dessiner, l'ascension fonctionnelle. Ici, la synergie entre population, armée régulière et unités réaffectées dépasse les attentes initiales. Les premiers soldats formés deviennent instructeurs et contribuent à la professionnalisation de contingents issus du Mali ou du Niger. Le Burkina Faso n'apparaît plus comme un terrain d'expérimentation, mais comme un pôle de compétences régionales. Les partenaires non occidentaux renforcent leur présence technique, tandis que les anciennes puissances s'ajustent silencieusement. L'économie bénéficie d'un second souffle grâce à l'extension des territoires sécurisés. Ce scénario ferait basculer le pays vers une souveraineté plus affirmée, visible dans les échanges régionaux. Enfin, il faut aussi envisager un scénario de risque. La fissure interne. Le danger principal ne provient pas d'une attaque extérieure, mais d'une rupture interne. Un incident disciplinaire majeur, une mutinerie isolée ou un épuisement progressif du dispositif. Une telle faille pourrait réactiver les critiques internationales, encourager une lecture fataliste du modèle et provoquer une contraction de la confiance collective. Les ONG dénonceraient une dérive institutionnelle, tandis que les anciennes puissances y verraient la confirmation de leurs réserves passées. Le pays n'en reviendrait pas nécessairement à la situation antérieure, mais il perdrait une partie du capital symbolique reconstruit. À ce stade, une recommandation de posture se dégage naturellement. Dans un environnement aussi mouvant, la lucidité consiste à distinguer l'espoir de l'illusion. Le spectateur gagne à analyser les signaux faibles, à éviter les extrapolations rapides et à retenir que la transformation dépend davantage de la constance que de la vitesse. Pour une partie de la jeunesse urbaine d'Ouagadougou, la réforme cesse d'être une mécanique institutionnelle lointaine. Elle devient un miroir où chacun évalue sa propre trajectoire. Les vidéos d'entraînement circulant sur les réseaux ne sont pas perçues comme de simples démonstrations militaires. Elles donnent forme à une idée inattendue, la possibilité de repartir de zéro, même après une chute sévère. Les étudiants y lisent un message implicite, selon lequel la discipline peut devenir un outil d'élévation plus qu'un instrument de contrainte. Ce glissement interprétatif transforme la réforme en langage social partagé. Dans les familles, l'impact se déploie dans un registre plus intime. Les mères qui se rendaient autrefois devant les prisons se déplacent désormais vers les casernes, observant les mêmes silhouettes marcher avec une assurance retrouvée. La honte ne disparaît pas instantanément, mais elle s'effrite. Les repas déposés, les uniformes offerts, les gestes de soutien manifestés lors des travaux communautaires créent un tissu de réconciliation et discrète. La société ne pardonne pas par proclamation. Elle réapprend par interactions successives à reconnaître la valeur d'un engagement visible. La diaspora africaine suit cette évolution avec une attention particulière. À travers les articles, les images et les analyses, elle voit un contre-récit émerger face aux représentations habituelles de dépendance ou d'effondrement. Certains y décryptent une forme de dignité active, d'autres adoptent une prudence méthodique, mais tous constatent que le Burkina Faso redevient lisible, qu'il propose une manière de reconstruire un espace collectif sans renier ses fragilités. Ce n'est pas seulement un enjeu national, c'est une expérience qui interroge ce que signifie, pour une communauté, remettre en circulation la possibilité d'un redressement. Ce qui touche réellement le spectateur, au-delà des chiffres et des discours, est la découverte d'une trajectoire collective où les gestes ordinaires deviennent des preuves de cohérence.
La réforme devient doctrine au moment précis, où ces mécanismes cessent d'être improvisés et se structurent en un ensemble d'étapes reproductibles. Dans cet esprit, Ibrahim Traoré présente une feuille de route articulée autour de 4 leviers destinés à stabiliser le dispositif tout en préservant sa cohérence interne. L'objectif n'est pas d'amplifier la réforme, mais d'en garantir la lisibilité, la discipline et la continuité mesurable. Premier levier, très concret, une double tutelle défense-justice pour les centres de formation. Chaque recrue passe par un filtre unifié qui évite les disparités régionales, verrouille les critères de discipline et limite les risques de dérive militante. La cohérence institutionnelle ne repose plus sur les parcours individuels, mais sur un protocole standardisé. Deuxième levier, tout aussi structurant, l'intégration de programmes civiques dans les écoles, les universités et l'administration. La discipline n'est plus réservée aux casernes. Elle devient un langage partagé qui relie formation, justice et service dans une continuité éducative. L'idée de dignité est incorporée non comme un principe moral, mais comme un outil fonctionnel. Troisième levier, qui élargit l'échelle, la mutualisation régionale. Le Burkina Faso signe avec le Mali et le Niger des accords destinés à harmoniser les formations civiles et sécuritaires. Le Sahel cesse alors d'être un simple tampon géopolitique. Il devient un corridor d'autonomie où plusieurs États expérimentent une organisation commune. Quatrième levier, pour garder le cap, la fixation d'indicateurs mesurables. Taux de récidive, village reconstruit, économie budgétaire, participation communautaire. Chaque pilier du dispositif doit être évalué en continu. Cette exigence transforme la doctrine en mécanique vérifiable plutôt qu'en proclamation politique. Ainsi se dessine un système où la justice ne se contente plus de punir. Elle produit, alimente et soutient une souveraineté qui se construit dans la durée.